Chers internautes, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition d'InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité, nous avons sur le plateau Guy Hervier, le rédacteur en chef d'Informatique News. Guy, bonjour. Bonjour Thomas. Alors pour commencer cette rétrospective de la semaine passée, Guy, peut-être qu'on va commencer par un bout d'histoire et qu'on va parler OS. Donc on va parler de OpenVMS. Alors, OpenVMS, peut-être que ça ne dira pas grand-chose à pas mal de nos lecteurs. Donc, c'est un système d'exploitation très ancien qui a été développé par Digital. Et l'actualité là, c'est qu'une société qui s'appelle VMS Software, donc c'est pas très original, mais enfin, en tout cas, ça est significatif, a porté ce logiciel sur x86. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, ça, on ne va pas faire toute l'histoire de l'informatique, mais Digital a été racheté par HP, devenu HPE, et donc dans les cartons a racheté ce système d'exploitation VMS qui était au départ propriétaire, donc qui s'appelait VAX VMS, puis VMS, puis OpenVMS. Et OpenVMS a été, donc on est en 1977. Ça a évolué vers, là on était à l'époque de la compatibilité POSIX, donc c'est pour ça qu'ils l'ont rebaptisé OpenVMS, et puis il a continué sa vie gentiment sur les systèmes digitales qui continuent à exister. Le problème, c'est qu'ils arrivent évidemment en fin de vie, il n'y a pas les développements qui sont faits pour faire des éventuelles améliorations fonctionnelles, ce genre de choses. Néanmoins, il y a des systèmes qui existent. Et il y a un certain nombre il y en a encore, hein, des entreprises qui ont ces systèmes dans leur data center et qui envisagent de porter tout ça sur x86, puisque finalement les serveurs sont aujourd'hui quasi exclusivement des serveurs x86, en tout cas dans les entreprises. Et donc l'objectif, c'est de porter, je dirais, l'ensemble, l'OS et puis les applications qui n'auront pas besoin d'être réécrites, ou très peu, sur les x86. Donc c'est un intérêt, évidemment, c'est pas l'avenir de l'informatique, mais c'est plutôt pour les entreprises qui ont ce système-là et qui sont un peu, je dirais, en fin de course et qui trouvent une solution là pour continuer à évoluer. Pour continuer cette rétrospective de la semaine, on peut évoquer également l'ANSSI qui cette semaine a présenté un nouvel Open Hardware. Alors, en dire deux mots. Effectivement, donc l'ANSSI, hein, qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps, donc s'intéresse beaucoup à tout ce qui est sécurité, et évidemment est, on pourrait dire, une agence gouvernementale, mais elle ne se contente pas seulement je dirais, de donner des conseils, des bonnes pratiques. Elle va au-delà, puisque là, elle annonce, comme vous le disiez, un disque dur chiffré, une solution complète, à la fois en open source et en open hardware. Donc on peut l'acheter, on peut prendre le disque dur avec le logiciel qui va avec, mais le logiciel est aussi disponible en open source, et donc on peut configurer un disque qu'on pourrait acheter sur le marché, et puis le configurer en solution sécurisée. Et donc c'est la deuxième annonce que l'ANSSI fait dans ce domaine, puisqu'il y a quelques mois, elle avait fait un développement, donc avec des partenaires, un développement d'un Linux durci, donc sécurisé également, qui s'appelait ClipOS. Donc ça veut dire que l'ANSSI va, je dirais, au-delà de son périmètre initial et propose des solutions sécurisées. Alors là, on avait Linux sécurisé, on a un système de stockage sécurisé, donc je dirais que c'est une voie qu'a pris l'ANSSI, et on peut s'attendre à de nouvelles annonces peut-être dans les mois à venir dans ce domaine. Sur le front du logiciel, c'est Windows qui a bougé cette semaine et qui a présenté 1903, une nouvelle mise à jour de Windows 10. Alors effectivement, donc 1903 succède à 1809, puisque maintenant c'est la nouvelle manière de Microsoft d'appeler ces systèmes d'exploitation, enfin ces versions de Windows 10. Donc c'est alors on l'appelle la version de mai, mais a priori l'appellation dirait que c'est plutôt la version de mars, et qui donc les entreprises et les utilisateurs vont pouvoir commencer à faire la migration. Enfin, le mot migration est un petit peu lourd, parce qu'on n'est plus un changement de, vous vous souvenez, on est passé de 7, 8, 10, là c'est plutôt des mises à jour un peu plus lourdes, et donc on espère que ça se passera mieux, mais a priori
priori, Microsoft a été beaucoup plus prudent cette fois-ci, puisqu'il y avait eu quelques problèmes, vous vous souvenez de la version 1809, où des entreprises, des utilisateurs avaient vu des fichiers supprimés de manière un peu impromptue, donc ils ont pris des précautions. Et là, avec cette nouvelle version, je dirais, un des avantages, c'est que quand on a fait l'installation, on n'est pas obligé de rebooter tout de suite, on peut attendre et le faire à sa guise. Donc Microsoft apporte une petite fonctionnalité supplémentaire qu'il fallait mentionner. Sur le front des entreprises, on a vu cette semaine la naissance d'Ivalois, une nouvelle licorne française. Alors, donc c'est effectivement, vous disiez une nouvelle licorne, c'est pas tout à fait la naissance, puisque c'est une start-up qui existe depuis quelques années. Là, le fait significatif, c'est qu'elle vient de lever 60 millions d'euros, donc c'est une somme importante, mais il y a eu plus important en France. Vous faisiez référence à Doctolib, qui a levé, elle, 150 millions, mais je dirais que l'intérêt, c'est que cette prise de participation valorise l'entreprise à plus d'1 milliard d'euros, et donc c'est 1 milliard de dollars, et donc c'est une nouvelle licorne française, donc il faut saluer. Alors Ivalois, ça fait quoi? En gros, elle propose une plateforme de gestion de e-procurement, donc c'est gestion des achats pour les entreprises, et donc on sait que dans les achats, il y a beaucoup d'optimisation à faire, hein, bien souvent, donc a priori c'est une solution qui est assez pertinente. Donc nouvelle licorne, et d'après ce qui s'avance, l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros cette année, donc c'est quand même significatif. Il n'y a pas toujours un rapport étroit entre la valorisation et puis le chiffre d'affaires réalisé, parce que parfois c'est un peu, il y aurait des perspectives considérables qui font que la valorisation est énorme, hein. Le cas d'Uber par exemple, qui perd beaucoup d'argent et est significatif, mais là en l'occurrence c'est une société qui a un vrai chiffre d'affaires et donc qui continue son développement avec cette nouvelle levée de fonds de 60 millions d'euros. Du côté des grands groupes, HPE, lui, a poursuivi ses emplettes presque et a mis la main sur Cray pour 1,3 milliard de dollars. Donc là, effectivement, c'est une grosse emplette, on va dire. Donc avec Cray, là encore, on pourrait refaire quasiment toute l'histoire de l'informatique, hein, puisque Cray s'était créé en 1972, donc par Seymour Cray, qui était un ancien de Control Data. Donc Control Data, on est dans le domaine des supercalculateurs. Et donc, avec le Cray 1 qui a été annoncé en 1976, on dit toujours que c'est le premier supercalculateur, mais dont la puissance est aujourd'hui à peu près l'équivalent d'un iPhone d'entrée de gamme. Donc on voit quand même les progrès qui ont été accomplis. Alors, Cray a eu un développement assez important, et puis a rencontré de très grosses difficultés dans les années 90, n'a jamais réussi à mettre sur le marché le Cray 3, donc c'est la 3e génération de Cray, donc a fait faillite, a été racheté par... Donc c'est une histoire qui est longue et compliquée, mais faut resituer un peu les choses, qui a été racheté par SGI, qui a revendu l'activité supercalculateur à une autre société qui s'appelait TerraTech, et qui a eu l'intelligence de reprendre le nom Cray, parce que le nom de Cray est très connu. Enfin, je veux dire, Cray, c'est équivalent de supercalculateur, même encore aujourd'hui. Cette entreprise a racheté Cray, enfin l'actif donc dans SGI, et donc a rebondi et est redevenu un acteur important dans le monde des supercalculateurs, monde dans lequel HPE a des ambitions, a déjà des réalisations, mais aussi a des ambitions importantes, sachant qu'elle a perdu un peu de terrain ces derniers temps, donc pour elle, ça va être l'occasion de se relancer sur le monde des supercalculateurs, qui est un domaine qui est extrêmement dynamique et concurrentiel, et un domaine où les Chinois sont, alors c'est pas le seul d'ailleurs, hein, où les Chinois sont très actifs, puisque dans le dernier top 500, ils font quasiment jeu égal avec les Américains en termes de supercalculateurs, et des supercalculateurs pas seulement développés avec des composants américains, mais il y en a une bonne partie qui sont développés avec des composants chinois. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de la Chine aussi après, mais en tout cas ça veut dire que même dans ce domaine-là, les Chinois sont très présents, et pour HPE c'est un coût important qui va lui permettre de se relancer dans cette course aux supercalculateurs. L'une des entreprises qui a pris des coups cette semaine, c'est Huawei, qui n'est autre que la première victime de la guerre économique qui se joue entre la Chine et les États-Unis. On voit que le conflit a avancé avec notamment la suppression en tout cas des ponts qui reliaient Google et Huawei,
d'une part, et puis par la suite, le fait que ARM ait aussi choisi de couper ses liens avec Huawei. Alors effectivement, on est au début d'une saga qui risque de durer relativement longtemps. Vous l'avez rappelé, c'est sous fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et là, effectivement, Donald Trump a signé un décret d'urgence nationale pour empêcher les entreprises américaines de se fournir auprès d'entreprises qu'il ne nommait pas d'ailleurs, mais d'entreprises étrangères. Et puis le département du commerce, lui, a fait une liste d'entreprises très précise, dans laquelle il y avait Huawei et toutes ses filiales. Donc les entreprises américaines, en gros, ne peuvent plus acheter du Huawei jusqu'à nouvel ordre. Et puis comme vous l'avez dit, effectivement, quelques jours plus tard, Google a été lui aussi obligé, en tout cas c'est ce qu'il dit, de rompre avec Huawei et donc d'arrêter de fournir la version d'Android qui va sur les smartphones de Huawei. Alors, c'est pas très grave pour la Chine parce que, pour ce qui se passe pour le marché chinois, puisque depuis longtemps déjà les applications qui font la force de ce qui est autour d'Android ne sont pas proposées sur les smartphones en Chine. Aux États-Unis, Huawei, la présence de Huawei n'est pas très forte. Le chiffre d'affaires américain de Huawei, c'est 7%. En revanche, la conséquence pour Huawei va se situer sur le marché européen, enfin le marché IMEA, qui représente près de 30% de l'activité de Huawei, si on considère toute l'activité à la fois des télécoms et puis des smartphones. Donc et là, en l'occurrence, pour le fait de ne plus avoir accès à la dernière version d'Android va poser un problème très très important. Et donc déjà, autant aux États-Unis, évidemment c'est embêtant, mais en tout cas pour l'Europe, en termes d'activité, c'est beaucoup plus embêtant. Et donc les dirigeants de Huawei ont déjà tendu la main aux compagnies européennes pour leur dire qu'en gros cette situation était inacceptable et qu'il fallait continuer à faire du commerce comme on le faisait auparavant. Donc effectivement, ne pas avoir la dernière version d'Android et d'être obligé de repartir sur une version, puisque au départ Android c'est de l'open source, mais il y a tout au-dessus les applications qui, elles, ne vont pas directement avec. Repartir avec cette version un peu nue, ça va être très compliqué. Et puis il va y avoir une réaction en chaîne qui fait que il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties pour acheter du matériel, des smartphones d'entreprise qui ne vont peut-être pas le faire. Les entreprises de télécom européennes ont déjà noué des accords importants avec Huawei pour le développement de la 5G. Est-ce qu'elles vont continuer? Alors jusqu'à présent, il y avait l'Angleterre qui était partie au front dans leur alliance avec les États-Unis, mais qui a fait un peu marche arrière. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de pays européen qui a définitivement fermé la porte à Huawei, mais on peut penser que les Américains vont opérer une pression très forte pour faire en sorte que les opérateurs télécoms européens se désengagent de Huawei. Sauf que ça va être très compliqué parce que les solutions de remplacement ne sont pas légion. Il y a toujours Nokia et Ericsson, mais qui proposent finalement, qui sont un peu en retard, qui proposent un peu moins bien pour un peu plus cher. Donc évidemment, c'est difficile. Donc je dirais que c'est le début d'une saga qui va être très très compliquée, très longue, et dont on aura certainement l'occasion de reparler. Mais en tout cas, la première conséquence pour Huawei va se situer presque plus en Europe en termes d'activité qu'aux États-Unis. Alors dans les semaines qui viennent, il y aura une autre actualité, plutôt là du côté des salons, alors avec 2 salons, AI Paris et puis le forum Terratech. Alors et effectivement, donc ces 2 salons qui sont sur des domaines assez connexes, puisque AI, donc en bon français, en fait c'est intelligence artificielle, donc je ne sais pas pourquoi ils n'auraient pas dit IA Paris, ça aurait été plus simple. Enfin, logique, bon, comme je suppose qu'ils veulent avoir une dimension internationale, ils ont appelé ça AI Paris, qui dans le cadre de son développement va au Palais des Congrès, donc c'est quelque chose de, enfin c'est un espace où on a un peu plus de place. Donc ça c'est le 11 et 12 juin, donc on est dans le domaine de l'intelligence artificielle avec un focus, pour le dire en bon français, sur en gros la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les entreprises de manière durable et efficace. En gros c'est pas où en sont les derniers développements de l'IA, mais c'est plutôt les applications dans les entreprises. Et puis l'autre salon que vous mentionniez, donc c'est Terratech, qui se passe comme d'habitude à Palaiseau, sur le campus de l'école polytechnique. Et là, on est dans le domaine des supercalculateurs,
Donc on voit bien un AI plus supercalculateur, les deux ont besoin l'un de l'autre. En tout cas, l'AI a besoin des supercalculateurs, ça c'est une certitude, et ça tiendra également le 11 et 12 juin. Alors dans notre rubrique coup de cœur, coup de gueule, cette semaine le RGPD, il semblerait que les citoyens aient de moins en moins confiance dans les entreprises. Alors effectivement, c'est une enquête qui a été publiée par le cabinet Wavestone, qui montre qu'un an, parce que les entreprises se bougent beaucoup, c'est un an après la RGPD, donc on en parle. Là, l'info intéressante, c'est que effectivement, un an après, il y a une personne interrogée sur 3 qui a moins confiance dans les entreprises qu'il y a un an, ce qui est un peu paradoxal. Alors on peut d'ailleurs se demander, alors qui sont ces personnes? C'est un échantillon représentatif dans des pays européens, mais aussi en Chine et aux États-Unis. On se demande un peu quelle mouche a piqué Wavestone d'aller interroger les Chinois et les Américains sur la RGPD. Donc c'est pour ça que, bon, il y a un mouvement, mais je pense qu'il y a d'un côté la RGPD, qui évidemment a été mise en place pour sécuriser, pour protéger les données personnelles, mais depuis un an aussi, il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de brèches, de failles de sécurité qui ont été mises à jour que les deux se contrebalancent et finalement les gens sont peut-être plus attentifs à tout ce qui a pu se passer depuis un an que sur la mise en place de la RGPD, qui est quelque chose d'un petit peu, pas théorique, mais en tout cas un petit peu plus abstrait. Très bien, merci Guy pour cette rétrospective et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine.